bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parlement du peuple où nous décryptons l'actualité politique de la République démocratique du Congo en temps réel et vous donnons la parole, vous tous qui êtes branchés à ce net moment sur Social Télévision, d'interagir et de susciter des débats sur ces plateaux. Le projet de réforme constitutionnelle de la République démocratique du Congo continue de fracturer de plus en plus la classe politique congolaise. Les lignes de fracture se dessinent aussi bien sur les terrains politiques que religieux. La CENCO et l'opposition affirment une convergence des vies en s'opposant catégoriquement contre toute modification de la Constitution. De l'autre côté, la confession religieuse composée des églises des réveils du Congo sont pour l'initiative du changement de la Constitution. Dans le climat déjà tendu, les accusations de l'Union sacrée qui soupçonnent la CENCO d'être en connivence avec les ennemis du pays viennent davantage envenimer le débat déjà tendu dans la scène politique congolaise. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Souvenez de nous rejoindre. C'est l'heure de l'émission Parlement du peuple où nous décryptons l'actualité politique de la RDC, parlons des faits sociaux et faits politiques de notre pays. Ce soir, je suis accompagné par un invité de marque. Il s'agit du politologue Emmanuel Mouenge qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau pour qu'on décrypte toutes les différentes actualités qui secouent la scène politique actuellement au pays. Que j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous Liévin, c'est un plaisir d'être dans ces très beaux plateaux de Social Télévision pour un débat qui se démarque des autres. Ouais. Et quand on sait que dans le média, il pilule des débats, il pollue d'ailleurs, des débats qui polluent, qui entravent la connaissance, des débats de sous-classe qui entraînent les individus à se défendre au nom de leurs leaders ou encore au nom des émotions et qu'il n'y a pas un débat centré sur la logique, la vérité et des pistes de solutions. Donc je me réjouis de savoir que Social TV innove dans ce sens. Offre un débat républicain républicain capable, cohérent, au point où même quand les troubadours se présentent sur ces plateaux, ils ont la politesse de s'aligner, même si c'est très difficile pour eux d'échanger leur nature de mouton. Effectivement, le Parlement du peuple, c'est une émission où offre un plateau où nous exhibons un débat républicain. Et tous ceux qui font laquer en venant suivre ou en venant participer à cette émission, nous leur préconisons vivement d'être des débroussaillés ou de tourner alors leur langue 1000 fois avant de tenir leurs propos en respectant une exigence républicaine. Parce que notre média, c'est un média républicain. Nous exigeons à nos invités d'avoir un langage sain malgré les divergences envers les institutions du pays, mais aussi envers tous les êtres vivants ou qui vivent en République démocratique du Congo. Monsieur Emmanuel Mouenge, il est de la coutume dans le Parlement du peuple de d'abord ouvrir les débats ou d'ouvrir l'échange avec les grandes lignes d'actualité. Permettez-moi de faire les grandes lignes d'actualité avant qu'on vienne alors entrer dans les vifs du sujet ou qu'on ouvre nos échanges de ce soir. Vous avez suivi avec moi la déclaration de la CENCO. La CENCO est catégoriquement contre le changement de la Constitution. Et l'Union sacrée a répondu à la CENCO qui refuse toute initiative du changement de la Constitution. On demande d'abord à la régie de nous balancer la vidéo de la déclaration de l'Union sacrée envers la CENCO qui a refusé catégoriquement le changement de la Constitution avant qu'on revienne sur ce plateau encore une fois de plus. L'Union sacrée de la nation a suivi avec indignation et condamne avec la dernière énergie la déclaration faite par quelques évêques catholiques en date du 20 juin 2026 au nom de la CENCO concernant la question du changement de la Constitution, tout en reconnaissant à chaque citoyen congolais le droit de participer au débat démocratique sur la réforme constitutionnelle. L'Union sacrée de la nation relève néanmoins que cette déclaration n'est rien d'autre qu'un acte de subversion dirigé contre les institutions légitimes et démocratiquement établies.
En effet, il est regrettable de constater que ces évêques utilisent dans leur diatribe plusieurs propos incitant manifestement au soulèvement populaire et au renversement de l'ordre institutionnel. L'union sacrée de la nation rappelle que la République démocratique du Congo est un État laïque. À ce titre, quelques évêques de la CENCO, en acquaintance avec M. Joseph Kabila et Paul Kagame et leurs supplétifs de M23 ne peuvent s'attribuer le monopole de la vérité et de la raison sur la question vitale qui engage notre destin commun. L'union sacrée de la nation demande aux évêques concernés de faire preuve de retenue afin de favoriser le référendum qui permettra au peuple souverain de se prononcer librement sur son avenir politique et de privilégier la paix. Quelques évêques de la CENCO ne peuvent se substituer ni aux institutions de la République, ni au peuple congolais souverain, encore moins à l'ensemble des chrétiens catholiques. Après cette déclaration de l'Union sacrée qui a été lue par l'ex-ministre Baudouin Mayo, l'abbé Donatien Cholé aussi a réagi avec vitesse, avec pompe. Nous vous invitons de suivre aussi la déclaration de Monseigneur Ambongo. Monseigneur. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006 ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président de la République. Ce qui serait une rupture du pacte républicain, qui est un compromis politique historique chèrement acquis après toutes les crises connues dans le pays depuis l'indépendance. En effet, une des conséquences de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum, votée sous prétexte de combler un vide juridique, serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher en violation de l'ordre constitutionnel aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant, cet article représente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Du danger du changement de la Constitution. Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes dans la balkanisation du pays. Dans un contexte où les rivalités politiques revêtent des connotations ethniques et tribales, le déclenchement d'une autre guerre civile. En réaction à la déclaration de l'Union sacrée, l'abbé Donatien Cholé a aussi réagi dans un communiqué avec ces mots. Donatien Cholé réagit à la déclaration de l'Union sacrée. Je commencerai d'abord par dire le sentiment de pitié qui m'a habité en lisant cette déclaration de ceux qui sont censés s'occuper de la population en ces jours où vient de certifier plus de 1000 cas de morts d'Ebola et en ces temps où la situation sécuritaire est ce qu'elle est. Donc, pour eux, ce n'est pas leur problème. Je commencerai par féliciter le courage de ceux qui, parmi eux, qui ont dit non, qui ont reconnu la bassesse de cette déclaration. Et je plains les catholiques qui ont rejeté dans la poubelle leur instruction chrétienne, leur éducation au profit du pouvoir. Je reçois aussi dans cette déclaration une malhonnêteté intellectuelle. Quand on parle de quelques évêques, ce sont des députés, des sénateurs qui maîtrisent la notion du quorum. Si l'Assemblée nationale qui réunit et qui
et que le quorum des députés est atteint, il parle de quelques députés. Donc, c'est une malhonnêteté intellectuelle de la part de ceux qui sont censés prendre les décisions sur le pays. Je vous rassure que tous les évêques qui étaient là étaient unanimes. Accuser la Senko de subversion, pour moi, c'est une diversion. Ce sont les mêmes personnes qui ont applaudi la même attitude, les mêmes mots et les mêmes phrases quand il était question du président Kabila. C'est plutôt leur inconstance là où la Senko est restée constante. Le pays va très mal, le pays est en danger. Mettons-nous debout, chacun doit faire ce qu'il peut pour réunifier le pays, pour amener la paix. C'est la priorité majeure de la Senko. Personne ne peut décourager le pasteur à prendre leur bâton pastoral pour faire leur travail. Est-ce qu'il y a un idéal entre le pouvoir de Kinshasa et le Rwanda pour que reste à l'occuper la partie qu'ils occupent et qu'on les laisse tranquilles ici pour évoquer comme ils le veulent? Parce que les référendums en ce moment consacrent justement la balkanisation. La balkanisation, c'est reconnaître que quand on parle du peuple congolais qui ira au référendum sans compter le peuple du Nord et du Sud Kivu, ça signifie qu'ils ne sont plus au Congo. Donc, c'est eux qui seraient en connivence avec le Rwanda. C'était ça la déclaration de Monseigneur Ambongo. Mais aussi, il y a une autre actualité qui secoue la scène politique actuellement. L'évêque, le pasteur Ejiba Yamapia a aussi pondu une déclaration en soutien à l'initiative du changement de la Constitution. Dans une déclaration signée ce 24 juin à Kinshasa, les leaders et pères représentants légaux du mouvement évangélique apportent leur soutien au projet du changement de la Constitution du 18 février 2006, évoquant 3 arguments: l'opportunité, l'urgence et la nécessité. Qualifiant les textes actuels des constitutions des belligérants dirigés sous l'influence étrangère, ils appellent le président Félix Tshisekedi à promulguer sans délai la loi référendaire adoptée par les 2 chambres du Parlement. Le document est signé par Ejib Yamapia, Évariste, Yambosko, Kindomba, et Godempoyi et Moussite Florent et Albert Kazienza Mwambo. Maintenant, les déclarations, nous allons lire la déclaration du président Évariste Ndayishimiye avant qu'on revienne alors sur ce plateau. Comme vous le savez, le président de la République avait accueilli pendant une visite de 48 heures à la cité de l'Union africaine, le président burundais Évariste Ndayishimiye, et à l'issue de leurs échanges, ils se sont tenus à une conférence de presse qu'ils ont tenue hier avant qu'il décolle vers son pays natal. Évariste Ndayishimiye: j'ai eu l'occasion de m'engager à toujours soutenir les institutions de la RDC dans ce travail important, ramener la paix. Ce travail demande aussi que les institutions soient stables. J'ai appelé, je conseille même tous les Congolais à rester unis. Il faut avoir confiance que vous avez un ennemi commun. Quand vous avez un ennemi commun, pour le combattre, il faut une unité. Seulement, il peut y avoir des difficultés dans toutes les sociétés. On n'est pas au paradis, mais il faut surpasser tout cela. J'ai beaucoup remercié mon président Félix Tshisekedi qui a eu les bras ouverts vers le dialogue, et moi, j'ai soutenu cette initiative et toujours avoir les bras ouverts à tout le peuple congolais. C'est par ici que prend fin cette grande ligne d'actualité. Maintenant, nous revenons sur ce plateau pour lancer nos échanges. La thématique, vous la connaissez, mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez. La guerre est grandement ouverte entre la Senko et la majorité au pouvoir ou l'Union sacrée. Après la déclaration de la Senko faite récemment où elle ne veut plus le changement de la Constitution, l'Union sacrée de la nation s'était aussi réunie hier dans un hôtel de la place, dans une plénière où il a fustigé les gestes de la Senko, qualifiant d'ailleurs la Senko d'être en connivence avec les ennemis de la République démocratique du Congo.
le politologue Emmanuel Mung, ici présent sur ces plateaux. Vous avez suivi toutes ces différentes séquences et de la SENCO et aussi la déclaration de l'Union sacrée. Que vous a d'abord inspiré toutes ces différentes hostilités entre la SENCO et l'Union sacrée? On a l'impression, merci d'abord pour la question, on a l'impression d'assister à une lutte entre deux différentes formations politiques qui se disputent leurs différentes opinions. La SENCO est beaucoup plus politique que religieuse. Et pourtant, la SENCO n'est pas une organisation Je politique. sais, dans son agir, elle est beaucoup plus politique que religieuse. L'Église a du mal à se dissocier de la politique de l'État. Ça, c'est une vérité. La théocratie en est une preuve. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des États qui sont dirigés par une religion. L'influence du dogme sur celui de la structure étatique, l'affrontement entre cette forme de droit divin, d'autorité divine sur l'autorité humaine, cette quête de suprématie absolue qui ne prendra jamais fin, c'est des bonnes guerres dans la société humaine moderne. Mais, entrons dans le contexte du Congo. Quand je qualifie l'agir d'extrêmement politique, c'est en référence avec l'histoire. Je ne suis ni de l'Union sacrée, ni de l'opposition, encore moins partisan de ces jeunes qui sont en train d'être utilisés par les différents cas pour obtenir des avantages quelconques et ainsi de suite. Je suis du côté du peuple, le peuple veut la vérité. Voilà. J'ai réfléchi à mon propre nom en tant que scientifique, je l'ai toujours dit. L'Union sacrée de son côté n'est pas aussi un enfant de cœur, puisque si ces débats du changement de la Constitution aujourd'hui réveillent une réputation de quête pour le maintien au pouvoir et non de renaissance de la société, c'est à cause du discours de l'Union sacrée qui n'a pas su garder une cohérence avec l'initiative du changement. C'est-à-dire, vous dites que c'est l'Union sacrée qui a donné en quelque sorte les béquilles, bien sûr. Dans un débat, ce sont les erreurs de diction, les erreurs de rationalité, les erreurs de raisonnement que vous produisez qui sont utilisées par l'adversaire contre vous. C'est quoi l'Union sacrée en soi? C'est un conglomérat d'individus qui regroupent des anciens moboutistes, des kabylistes et tout autre opportuniste. En français moderne, on dirait que c'est un panier à crabes. Ils se tirent les ficelles entre eux, hein? Les secrétaires de l'Union sacrée Mbata et certains membres du n'entrons pas dans les luttes internes chez eux, ou encore dans les noms des individus. Moi, c'est une famille, une personne, bon, même si une personne morale en quelque sorte. C'est une structure que moi j'attaque sur sa façon de faire. Moi, je soutiens les changements. Depuis très longtemps, j'ai toujours défendu le fait que l'on doit procéder au mécanisme de la refondation de l'État. Si vous prenez même les discours du roi Baudouin sur comment le Congo va être indépendant, vous comprendrez qu'il y avait même un blocage pour le Congolais qui les interdisait à harmoniser les textes dans le contexte même de leur société. La fameuse phrase « ne vous hâtez pas à faire de réformes hâtives », c'est-à-dire garder l'État comme on vous l'a donné. J'ai toujours défendu soit un changement ou une révision, mais avec des raisons scientifiques. C'est ça qui a manqué à l'Union sacrée. Non, le président a une mission, non, le président doit rester, c'est des termes qui n'ont pas plu à tout le monde. Et ce sont justement ces termes qui ont fourni des éléments et des arguments à ceux-là qui ont une autre stratégie derrière leur opposition au changement, de pouvoir agencer un communiqué comme celui-là. Ça, c'est pour l'Union sacrée. Le manque de rationalité dans le débat. Entrons dans la SENCO maintenant. Voilà. Je prends le cadre historique. Vous savez que la SENCO d'aujourd'hui a épuré tous les prélats qui avaient un discours différent, capable d'identifier la crise comme il se doit. Aujourd'hui, le Congo est sous agression. Et cette agression repose sur deux articles de la Constitution, l'article 63 et l'article 64. Ceux qui viennent renverser l'ordre constitutionnellement établi dans le 64, ceux-là qui viennent agresser l'État dans le 63. Alors, pourquoi la SENCO a du mal à définir les statuts des M23 et de l'AFC? C'est justement ça dans le discours de Monseigneur Chollet. La SENCO, c'est le conglomérat des prélats catholiques. Ce n'est pas l'Église catholique. C'est l'ensemble des leaders, des archevêques. Non, ils n'ont jamais été clairs là-dessus. Les archevêques, les évêques, tous ensemble, ils sont là, c'est eux qui... Donc je m'adresse à des individus. Oui. Je vais vous donner les cas. Quand l'abbé Chollet fait son communiqué, il dit ça fait 4 ans que l'AFC M23 occupe la zone est du pays. Très bien, mais cette occupation, c'est l'occupation d'une armée étrangère, comme nous dit la résolution 2773, ou cette occupation-là, c'est l'occupation des Congolais qui sont en rébellion. Définissez-nous, selon vous, qu'est-ce qu'est l'AFC M23?
il n'y aura pas de statut clair pour la FC23. Mais quand on vient parler dans ces mêmes communiqués des armées étrangères, on nous amène à Ituri. Non, les ADF sont une armée étrangère. Mais si les ADF qui occupent l'Ituri sont une armée étrangère, alors que dans l'énoncé du communiqué, vous parlez d'une situation de crise sécuritaire à l'est du Congo, au Kivu et en Ituri, le M23 qui occupe le Kivu, qui sont-ils? Pourquoi ne pas avoir le courage de dire que c'est une armée étrangère et que le Congo est agressé? Et à la fin, qu'est-ce qu'on va préconiser? C'est un dialogue. Maintenant, je reviens dans ce que je venais de dire. Pourquoi je dis que la SENCO a épuré tous les prélats qui avaient un discours clair et que pour moi, c'est une forme de dictature par observation. Je reviens en 1998. Il y avait un homme que le Congo a oublié, que même l'Église catholique semble avoir oublié. Un héros pour les frères du Kivu. Monseigneur Emmanuel Kataliko. L'un des rares, avec l'abbé Mouziliroy, avec les Sœurs de la Lumière et autres qui sont tombés au combat parce qu'ils ont pointé du doigt le RCD en disant que le Congo est agressé. Maintenant, je vais vous donner les discours d'un prélat digne de faire partie de la SENCO, selon moi, par rapport à sa communication en temps de crise, et de nos prélats d'aujourd'hui que je respecte beaucoup, mais qui me déçoivent parce qu'ils n'arrivent pas à identifier le mal à la source. Écoutez, Monseigneur Emmanuel Kataliko. Je demande à ceux qui aiment le débat rationnel de me suivre. Je ne vais pas parler en vain ou au nom d'un individu, parce que je ne suis pas ici au nom du président de la République, de sa famille politique que j'ai toujours qualifié d'être un panier à crabes, même s'il y en a certains qui méritent l'attention. Je parle au nom de l'histoire. Vous avez devant vous le livre « Le marionnette congolaise ». Le terme pantin utilisé par le président Félix trouve son synonyme ici. Certainement, peut-être ceux qui ont lu ces livres ont tiré ça de là, mais quand on connaît l'histoire du Congo, on connaît l'instrumentalisation des acteurs politiques, des acteurs civils, de la société civile, ainsi de suite. Voici le discours qui fera en sorte que l'archevêque de Bukavu, membre de la SENCO, entre en guerre avec la même SENCO qui, elle, avait une autre vision comme aujourd'hui. Voici ce qu'il dit. Il dit ceci. Monseigneur Kataliko révèle le paradoxe de la culpabilisation à l'excès du peuple congolais. Page 127. Il dit ceci. Face à la dictature d'une minorité ethnique du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, cautionnée par la toute-puissance des États-Unis, le peuple congolais est contraint à se résigner pour devenir une matière inerte, sans pensée, sans opinion, sans action. Bref, il doit disparaître. Le paradoxe éhonté réside en ceci. Primo, lorsqu'il a agressé et se défend, il a accusé des génocidaires. C'est-à-dire quand le Rwanda manipule la communauté rwandophone vivante au Congo et les fait porter des armes et que vous vous défendez, on dit vous les tuez en masse. C'est la guerre des Banyarwanda. Voici le discours en 1998 de ce prélat pour vous dire que la SENCO n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. La SENCO de l'époque, avec des gens comme ça, la SENCO d'aujourd'hui a du mal à cerner cibler le vrai problème, a une analyse incongrue et des pistes de solutions floues. Avançons encore. Secondo, lorsqu'il s'explique, il est traité d'irrationnel et d'irresponsable. C'est-à-dire quand moi je viens vous dire que cette guerre repose sur une manipulation d'une minorité ethnique du Rwanda, discours de la haine, irresponsable, vous ne mesurez pas vos mots, tous ces genres de propos. Tertio, lorsqu'il s'accroche à l'unité nationale et à l'intégrité du territoire, on l'accuse de s'attacher au dictateur Laurent Désiré Kabila. Quand moi je vous dis le Congo est agressé, soutenons le chef de l'État pour la question de l'Est, mais de manière à le critiquer là où ça ne va pas, proposer des pistes de solutions, on dit non, vous êtes de l'Union sacrée, vous soutenez M. Tshilombo, comme les opposants aiment bien l'appeler. On dit vous soutenez celui qui est en fonction, alors que cette guerre c'est à cause de sa mégestion, ainsi de suite. Donc la responsabilisation ou la personnification de l'individu qu'on transforme en un dictateur qui lui combat l'agression alors qu'il est chef d'État. Voilà les discours qui feront en sorte que lorsque Monseigneur Kataliko va décider de mener une campagne pour alerter l'opinion, éveiller les consciences sur, par exemple, ce que lui dénonce contre les RCD disant ceci. Je vous dis, voilà, là il parle des massacres des Kasika. Page 126. 6 mois que dure la guerre d'agression. Voici comment il s'exprimait. La guerre d'agression. Les populations congolaises sont anéanties et traitées comme des sous-hommes, d'où le massacre des Kasika, Bouchapo, Bunyakiri, etc. Les populations déplacées, d'autres vivent dans les forêts dans des conditions inhumaines. Les pillages des ressources du Congo, la destruction volontaire et méchante des infrastructures, comme quand ils sont allés voler du goudron
au niveau de la cité au niveau d'Ouvira, là-bas. Destruction, ainsi de suite. Monseigneur Kataliko, archevêque de Bukavu et président de la conférence des évêques du Kivu, blessé dans son amour propre, s'est résolu à plaider pour ses ouailles. Il choisit de s'adresser même à la conférence épiscopale des États-Unis après le rejet de la sienne. Et quand il décidera de venir jusqu'à Kinshasa, faire sa tournée et exhorter les gens, ce qu'il va faire bien sûr, après au retour dans son fief au niveau du Kivu, il sera relégué et bloqué. Il était clair qu'il devait faire cette campagne au nom de la Senko avec Monseigneur Ngabou qui était président de l'époque, mais Monseigneur Ngabou va préférer s'envoler pour l'Europe et le laisser seul battre sa campagne. C'est-à-dire, toi, tu ne marches pas avec nous, nous, on a une autre vision auprès des Européens. Et les Européens qui vont bien sûr accompagner le Congo dans cette histoire de Sun City qui va éliminer la thèse de l'agression et transformer la guerre du Congo en un simple conflit entre Congolais qu'on doit résoudre par des dialogues qui conduisent à des accords qui nous amènent le chapitre 2 de Sun City, le brassage, le mixage, le renforcement de l'influence du Rwanda sur le Congo et tout le monde. Donc nous voulons une paix artificielle, une paix de façade basée sur des principes pseudo-religieux pour dire que ce sont tous les enfants du peuple. Non, la vraie religion, le vrai prélat désigne le méchant et impose une sanction contre lui. Alerte les peuples sur son réel ennemi. C'est ça la vraie église. Ce n'est pas l'église qui n'a aucune position et qui veut faire du méli-mélo. Comment vous expliquez aujourd'hui la position de la Senko face à cette situation à l'est du pays? Vous avez, lors de la déclaration de l'Union sacrée, on a traité la Senko d'être en connivence avec les ennemis du pays, entre autres les Rwanda et Joseph Kabila. Ça, c'est un discours politique, comme je le disais. C'est comme une guerre entre deux formations politiques, entre les uns et les autres. Moi, je ne peux pas dire que la Senko est en connivence avec le Rwanda de manière explicite parce qu'il faudrait le prouver. Mais je peux dire que de manière implicite, son discours favorise le flou dans la crise du Congo. Son discours favorise l'absence de solution et son discours n'est pas un discours qui identifie clairement le fond de la crise. C'est un discours presque partisan, où elle s'est dit qu'elle a peut-être un contentieux à régler avec le pouvoir en place et toute situation qui met le pouvoir en place en difficulté mérite d'être gardée à ces stades-là pour être traitée dans un autre contexte qui favorise le départ du pouvoir, comme quand les opposants vous disent « Alinga, Alingata, Wikene ». Donc, le plus important, même si l'agression est mauvaise, on ne peut pas la condamner du moment où ça gêne le pouvoir et ça les permet de partir. Un schéma facile. Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, avec cette position farouche de la Senko, cette position pourrait étouffer à cette initiative du changement de la Constitution? La Senko, jusqu'à la preuve du contraire, reste l'une des institutions les plus influentes du pays. Est-ce qu'à travers sa légitimité qu'elle a envers le peuple congolais, est-ce qu'elle peut vraiment peser en fait que le pouvoir ignore son initiative du changement de la Constitution? La Senko a une influence, certes, mais quand elle s'oppose au changement de la Constitution, moi je crois qu'elle commet une grave erreur. Changer une constitution n'est pas un fait qui va naître dans le Congo. C'est un phénomène qui est dans plusieurs États. Ça fait partie d'ailleurs même de l'histoire démocratique d'un État. La capacité du peuple à s'autodéterminer. Mais le vrai débat pour moi devait être dans le contexte. On veut changer et pas dans le contexte pour dire qu'il y a Ebola. On ne peut pas changer la constitution. Ça, c'est une analogie presque absurde. C'est pas Ebola. Parler du problème d'inclusivité, par exemple, pour le référendum, pour dire que les populations de l'Est ne participeront pas au vote, oui, ça c'est une raison qui a un potentiel de rationalité. Dire, par exemple, que si l'on changeait ou on procédait à un référendum pour changer la Constitution et que celle-ci advenait à être changée dans le contexte où la zone Est est occupée, nous courons le risque de pousser le rebelle à prendre un discours qui va être ensuite supporté par leurs amis de la France et consorts, les amis européens que la Senko aime bien, pour dire que non, voilà, le rebelle, nous on dit, vous ne voulez pas de l'ancienne constitution, vous avez votre nouvelle, laissez-nous avec l'ancienne. Même si dans le débat de fond, le premier à violer cette constitution sont ceux qui ont pris les armes. Puisque même dans son préambule, elle interdit les recours aux armes pour prendre le pouvoir. Mais comme la guerre, c'est une question de narratif, les partenaires extérieurs qui les soutiennent, je vous rappelle ici le communiqué du vice-gouverneur du Sud Kivu, qui disait qu'il y a plus de 1000 entreprises qui exploitent les minéraux dans les zones occupées par les rebelles, et en grande quantité à des Chinois, même des Français. Alors, la guerre est une question de narratif. Pour éviter que ces narratifs soient pris par leurs partenaires pour justifier une balkanisation, une cession, ça aussi c'est un risque qu'on peut encourir quand on décide de changer alors que la zone Est est encore sous occupation.
Ça, c'est une façon rationnelle de réfléchir et qui pose maintenant un débat de fond pour savoir comment ramener la paix et faire de la réforme du changement une réforme participative pour tous les Congolais. Ça, c'est un raisonnement logique. Mais quand vous venez avec des trucs comme Ebola, le gouvernement se bat pour construire, mais ça ne va pas, le pays à la pauvreté, on ne peut pas changer. Non. La Senko a encore lâché quelques mots où l'initiative du changement de la Constitution, où la réforme constitutionnelle fait une rupture au pacte républicain. Non, c'est faux. Je poursuis encore dans ce que je disais. D'ailleurs, quand on veut associer le fait d'avoir des crises sur le plan économique social au fait que cela interdit un changement, il faudrait savoir si dans un pays, dans un seul pays dans le monde, qui a initié une réforme constitutionnelle, ce pays n'avait pas un problème, un défi majeur à relever sur le plan économique ou social. Donc, il faudrait que tout aille bien et qu'on n'aille pas de défi pour amorcer un changement de la Constitution. C'est quelle loi? C'est écrit où? Dans tous les pays où on initie une réforme des textes, il y a toujours des enjeux économiques et des défis à relever. Alors, pour ce que vous venez de poser comme problème, rappelez-moi, c'était quelle question déjà? Je disais, avec la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays, d'ailleurs, on change déjà, on balance directement à cette autre question sur l'arrivée d'Évariste Ndayishimiye en République démocratique du Congo. Le président burundais a rappelé à l'unité nationale. Le président de Burundi a pointé du doigt le Rwanda. Il ne le cache plus. Il a dit, vous peuple congolais, vous avez un ennemi commun qui est le Rwanda. Vous devez vous unir. Unissez-vous afin de barrer la route à l'ennemi commun que vous avez qui est le Rwanda. Ne pensez-vous pas qu'avec aujourd'hui la relance des sujets sur la réforme constitutionnelle, on est tenté de fragiliser l'unité nationale et pourtant la grande priorité, c'est d'abord de bouter dehors l'ennemi commun qui est le Rwanda, afin qu'on revienne bien évidemment, si vous le voulez, à la réforme constitutionnelle. Réfléchir sur la question du changement n'est pas une façon de nuire à l'unité nationale. Poser un débat rationnel sur cette question du changement n'est pas une façon de nuire à l'unité nationale. Parce que même la Senko elle-même dit qu'elle a réfléchi sur la question, elle ne voit aucune opportunité. Donc quand elle a réfléchi, on n'a pas fragilisé l'unité nationale, mais quand ce sont des citoyens qui vont réfléchir, ça fragilise l'unité nationale. Non, moi je parle de l'organisation d'un référendum maintenant et le changement d'une constitution dans le contexte actuel. J'ai donné les raisons. Sur le sort, la résultante de cela, ce que ça peut engendrer dans la dynamique ou dans la dynamique de la guerre à l'Est. Les risques que l'on encourt dans ces contextes-là. Ça, je les ai donnés. Alors, fragiliser l'unité nationale, je ne crois pas que c'est le vrai débat. Le vrai débat ici, c'est comment ramener la paix au plus vite et amorcer cette réforme de manière à ce qu'elle participe à tout le monde. Et c'est là maintenant que je rencontre Ndayishimiye et qui parle maintenant de la cohésion au sein de l'État. Une nation unie peut vaincre facilement la guerre. Moi, j'aimerais que les débats soient portés sur comment résoudre la guerre. Ça, c'est une très bonne chose. Sans vous pouvoir s'empêcher de réfléchir sur le changement de la Constitution aussi comme un après-résolution du problème de l'Est du pays. Mais Ndayishimiye voit loin. Et Ndayishimiye, c'est le premier à avoir une pensée qui se rapproche un peu plus de la mienne sur ce qui concerne les pistes de solutions idoines. L'accord de Washington existe. Et permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, parce qu'on ne peut pas que faire des analyses et des critiques. Il a été l'un des témoins d'ailleurs de pistes de cet accord. Bien évidemment. Ndayishimiye est président en exercice de l'Union africaine. Son arrivée ici n'est pas anodin. L'accord avec les États-Unis est signé. Mais qu'est-ce qu'il manque maintenant pour que la paix revienne? Le jeu diplomatique a voulu qu'on voit l'agresseur principal, c'est les États-Unis. Qu'on capitule pour lui dire on ne peut pas continuer dans ces systèmes et ces systèmes vont te nuire. Nous te laissons le monopole de venir par la grande porte plutôt que de faire la sous-traitance rwandaise. Dieu merci, ça aboutit à un accord. Maintenant, le problème de l'exécution nous ramène à la notion du rapport de force. La signature d'un accord ne signifie pas que la paix revient, parce que l'ennemi de son côté va multiplier les stratégies pour contraindre son partenaire, qui est son bailleur de fonds d'ailleurs et son financier, à demeurer dans leur partenariat par plusieurs raisons, plusieurs méthodes. Et surtout que tant qu'il garde une emprise sur la zone minière, celui-ci a un argument de taille. Donc, à Royer Bissabango, que moi au moins, je possède le site. Et avec le soutien de ses amis, chez qui il vend les minéraux à l'échange des armes, comme les amis chinois, les amis français, ils peuvent faire un bloc contre les États-Unis. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit l'Amérique affronter ses partenaires sur le plan géopolitique. Prenez les conflits au niveau de l'Iran. La France, l'Europe s'est rétractée, ils ont laissé l'Amérique aller toute seule. Les rapports de force s'est imposé et l'Amérique a été contrainte à capituler par un accord à cause du diesel.
les navires marchands des États-Unis utilisent ces carburants. Les avions de chasse pour l'armée font la même chose. Les réserves des États-Unis sont évaluées à 30 jours seulement. Or, quand le détroit d'Ormuz est bloqué, le diesel, lui, ne circule pas. Ouais. Et ça affaiblit l'économie, l'exportation américaine. Ça augmente les prix de consommation de produits parce qu'il y a le prix du diesel qui est rarissime. Donc, l'Iran tient l'Amérique en joue avec, bien sûr, l'absence de la France et de l'Europe dans ces conflits qui auraient pu peut-être faire pencher la balance. On a vu Trump accuser l'Europe de trahison, mais la force des Chinois avec Dans eux. leur accord qui est d'ailleurs en gestation, l'Iran a refusé catégoriquement d'octroyer la responsabilité Exact. du détroit d'Ormuz aux États-Unis. Exactement. Donc la puissance ne respecte que la puissance. Maintenant, je reviens au Congo. Quel est le moyen de contrainte que nous avons contre les États-Unis pour que celui-ci soit obligé d'exécuter au plus vite cet accord? Il a suffi d'un coup de fil pour que les troupes quittent Uvira. Vous pensez que les États-Unis ne sont pas en mesure de résoudre le problème? Les théoriciens de la nation me parleront de l'État, me parleront de les théoriciens de surface. Qu'est-ce que les États-Unis attendent alors pour lancer un appel à ce que les troupes rwandaises quittent le Goma et Bukavu? On est dans un jeu géostratégique et extrêmement diplomatique. Ce n'est pas la guerre des armes qui va résoudre le problème de manière directe. Elle peut résoudre de manière directe si on réussit à avoir une stratégie qui vise peut-être à créer une brigade conjointe, comme la FIB en 2013 avec Mamadou Ndala. Mais maintenant, pour l'instant, la RDC semble ne pas savoir jouer de son rôle des membres non permanents du Conseil de sécurité. C'est ça qui m'étonne un peu. Mais du moins, le jeu diplomatique qui est ici, c'est un jeu d'intérêt. Les minéraux peuvent venir rapidement et à bon coup entre les mains des Américains par le nouveau système de l'accord ou par une révision du partenariat avec le Rwanda. C'est ce que le Rwanda est en train de faire maintenant. Au moment où je vous parle, il y a une négociation entre la France, les États-Unis, le Rwanda lui-même. Tous s'entendent entre eux. C'est de la géopolitique. Et l'Amérique évalue les options. Est-ce que c'est vrai que cet accord est fiable? Qu'est-ce qu'on fait pour le gouvernement congolais? On le salit devant les États-Unis pour dire qu'ils sont incapables de gérer l'État, ils ne pourront pas gérer le partenariat avec vous. C'est comme ça qu'il est demandé à l'opposition de multiplier les marches, pas pour faire l'adhésion de tout un peuple, non, mais pour vendre ça médiatiquement parlant. L'avantage que moi j'ai, c'est quoi? Les différentes manifestations de l'opposition n'ont en réalité aucun but d'étouffer l'initiative du changement de la Constitution. Non, leur but, c'est d'abord de vendre l'image d'un pays instable où les droits de l'homme ne sont pas respectés, où il y a une situation de crise très dangereuse, où traiter avec le gouvernement de Kinshasa serait une grave erreur. C'est comme ça qu'il faut tout faire pour médiatiser cette histoire-là. Prenez le cas de la marche qui a récemment été organisée. Le pouvoir de l'État, c'est d'encadrer la liberté d'expression. Oui. Or, dans cet encadrement-là, ça ne suffit pas que quand le peuple dit on va marcher jusqu'au salon du chef de l'État, que la police doit les accompagner jusqu'au salon du chef de l'État. Non. On prend des mesures sécuritaires, pas seulement pour sécuriser les manifestants, mais pour sécuriser aussi les sites stratégiques. On a pas autorisé d'ailleurs, on a reçu l'information du lieu. Il y a eu une réunion entre les officiels de l'État et l'opposition pour leur demander d'échanger de point de chute. La délocalisation du lieu du site. Exactement. En quoi la délocalisation nuit à la liberté d'expression? En rien, puisqu'on s'exprime. Mais eux vont affronter l'interdit pour susciter les désordres qu'il y a eu l'autre fois. Et vendre l'image dans les médias. Déclaration de presse, ainsi de suite, c'est pour attirer la presse internationale. Ils ont déclaré qu'il y a eu plus de 10 morts. Exact. Or, mais on a même appelé quelqu'un pour venir se défendre sur cette information. Donnez-nous l'identité. Exactement. Or, maintenant, quand on vend ces informations, c'est pour que ça sert d'élément aux lobbies européens qui traitent avec eux, pour que eux, maintenant, aillent poser ça sur la table et dire que à Kinshasa, ce gouvernement, ce régime est dangereux. Il ne faudrait pas. Il faudrait plutôt le contraindre à organiser des élections ou une transition pour qu'ils s'en aillent, comme ça, nos gens vont faire quoi? Vont venir. Or, derrière ces gens, se cachent aussi ceux qui sont à l'est du pays. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les collaborateurs d'un opposant très connu, au nom de Jean-Marc Kaboun, qui l'ont quitté, qui affirme que lui serait financé par Joseph Kabila, qui est reconnu internationalement comme le financier des M23. Il y a un rapport, un audit qui doit être creusé en profondeur pour comprendre. Donc le jeu médiatique va aider le lobby. Maintenant, quel est le moyen de contrainte que le gouvernement congolais peut avoir? Je conclue par là. Il suffit de recourir au mécanisme de la guerre sous-régionale. Moi, j'en ai parlé il y a 2 ans. Non, en 2024, oui, il y a 2 ans. La sous-région est une zone très stratégique, la zone des États de l'Afrique de l'Est, très stratégique pour les États-Unis. Très, très stratégique et pour le monde aussi, surtout pour le contrôle des ressources de l'Est. Si les États se fédèrent entre eux, je vais vous la faire courte, et constituent une alliance solide sous-régionale contre l'hégémonie rwandaise,
l'Amérique, l'Europe seront face à un fait. Encourir la déstabilisation de la sous-région, c'est qui va nuire aux intérêts économiques. C'est-à-dire le Rwanda perdra le contrôle s'il est attaqué par le Congo, le Burundi, même la Tanzanie. Par ces 3 États-là, l'Ouganda restera en retrait de manière officielle, officieusement. On sait que l'Ouganda fournit ses troupes. Bunagana, on sait comment c'est tombé. C'est à travers la frontière avec l'Ouganda que les troupes sont passées. Et l'instabilité sous-régionale fera que l'Occident verra que la sous-région est dérangée parce qu'il y a un acteur qui a réussi à créer une fédération des États contre lui. Donc, si l'on veut la paix, il va falloir régler le problème du régime de Kigali. Et par contre, le substituer au nouveau leadership qui est né, qui a réussi à fédérer les autres. C'est que le colon cherche, c'est un bon négrier. J'ai dit ça de manière un peu vulgaire. C'est une expression. Ce que le colon veut, c'est un bon collaborateur qui a au moins le leadership des États dans la sous-région. Le Rwanda, lui, a été imposé. Or, quand ces leaderships vacillent, il faut traiter avec le nouveau leadership naissant. La puissance ne respecte que la puissance. Donc, mettre en danger les intérêts sous-régionaux des Occidentaux à cause du Rwanda poussera les Occidentaux à résoudre le problème du Rwanda et pour préserver la quiétude sous-régionale. Il faut une fédération, une alliance des États de la sous-région, comme la Tanzanie, le Burundi qui est déjà avec nous, avec la RDC. Et pourquoi ne pas ajouter même des États comme l'Afrique du Sud et autres? Faire du Rwanda le problème de la stabilité sous-régionale. Et Ndayishimiye avait pensé comme moi bien avant, parce que dans une conférence, il a parlé de ce problème, ce qui va conduire aux assises EAC et SADC. Merci beaucoup. Vous êtes pour les changements de la Constitution. Oui. Pourriez-vous nous dire brièvement aujourd'hui les dispositions ici qui doivent, les dispositions tangibles qui doivent subir cette modification ou ces changements afin de ne plus donner un troisième mandat au président de la République que de s'associer aux aspirations du peuple ou alors que la nouvelle Constitution s'adapte aux réalités sociopolitiques actuelles du pays. Si ce n'est les accusations ici de l'opposition qualifiant que non, le changement de la Constitution n'a aucun but politique ou institutionnel que de maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir. Ça, c'est le débat de l'opposition contre l'Union sacrée. Les changements de la Constitution n'amènera pas de troisième mandat, tout le monde le sait, c'est une nouvelle République qui va naître, donc tout repart à zéro. Quelles sont les dispositions qu'on peut mettre pour empêcher le président de revenir dans la nouvelle République? C'est ça l'expression que vous aurez voulu utiliser. La loi, se doit d'être impersonnelle. Ce n'est pas tellement quelles sont les dispositions qui empêchera l'individu Félix de revenir, mais quelles sont les dispositions que le peuple peut mettre pour sauvegarder une alternance individuelle. Parce que Félix n'est pas le seul ancien chef d'État. Si le peuple veut mettre une disposition qui dit clairement que tous les chefs d'État ayant géré dans les constitutions précédentes ne doivent pas revenir parce que nous, peuple, nous voulons de nouveaux visages, il peut le faire. Il n'y a pas une loi qui encadre le là, dire... et les Kabila ne reviendront plus. Parce que oui, même lui. Les gens, et d'ailleurs, on peut... Joseph Kabila disent que si on change la constitution aujourd'hui, ça donnerait la possibilité à Joseph Kabila de revenir alors au pouvoir. Pas si le peuple spécifie que tout ancien chef d'État, pour les raisons premières, en dehors du fait que le simple fait d'avoir été dans l'ancienne constitution ne vous permet pas de revenir. Si le peuple veut le faire, il va le faire. Il n'y a pas une loi qui dit il faut une mesure, ceci ou cela, non. Mais si le peuple insiste encore pour dire que même ceux-là qui ont soutenu des rébellions ou qui ont été rendus coupables des actes de haute trahison, ces derniers ne peuvent pas revenir, en plus de cela, d'avoir géré dans l'ancien système, mais pour les méfaits, les faits criminels et pénals qu'on a commis, il ne reviendra pas puisque, jusqu'à preuve du contraire, il est accusé, il a même été jugé. Et même sanctionné par le système de l'OFAC aux États-Unis. Donc, pour moi, je pense plutôt autrement. Si l'on doit réviser la Constitution, parce que moi je suis pour un changement ou une révision, l'on doit le faire pour les raisons rationnelles. Moi, j'en ai quelques-unes qui tablent sur la question identitaire. J'ai mes raisons. J'ai répondu à votre question sur qu'est-ce que le peuple peut faire pour empêcher Félix de revenir. Je l'ai dit ici, quitte à lui de choisir ce qu'il veut dans cette nouvelle constitution. Encore que l'Assemblée constituante doit être les reflets réels du peuple dans l'expression écrite de l'élaboration d'un projet de constitution. Jusqu'ici, on n'en a pas un, on n'a pas vu. Peut-être qu'il y en a, mais on les garde dans les tiroirs. Mais je reviens sur mes raisons à moi, sur pourquoi on doit changer. Ou on doit réviser. La question identitaire est à la base du conflit à l'est du Congo. Ça fait partie des défis que l'État congolais pendant 66 ans n'a jamais relevés. Sauf avec l'approche de 1981, la loi qui va abolir la nationalité collective des 70.
Le Congo ne se connaît pas lui-même. La preuve, dans cette émission, nous allons voir les bras de fer qu'il y a entre la République démocratique du Congo, la Belgique et nous allons revenir sur ça. Sur la récupération des archives des gisements miniers. Oui. Vous êtes indépendant pendant 66 ans, vous avez été incapable de savoir si vos minéraux se trouvent où. Vous allez bâtir un pays plus beau qu'avant comment si vous ne connaissez même pas les éléments qui peuvent faciliter le développement de votre État sur le plan économique. Honteux. Et encore moins, mais félicitations quand même pour ce réveil des dernières minutes grâce à l'accord de Washington. Et encore moins lorsqu'il s'agit de l'identité nationale. Le Congo a des ethnies. D'après sa constitution actuelle, dans l'article 10, est congolais d'origine, toute personne faisant partie des ethnies qui, avec une association de leurs terres, ont constitué ce qu'est devenu le Congo. C'est-à-dire, après l'AIA, l'AIC, ce que devenu le Congo, c'est en 1885. La résultante de l'AIA et de l'AIC, l'État indépendant du Congo, en 85. Quand vous allez là-bas, vous n'avez pas des Hutus, des Tutsis ou des Banyamulenge comme Congolais d'origine. Totalement faux. On en vient. La même loi vient encore vous dire qu'il y a une loi organique qui va encore expliciter de manière globale les questions liées à la nationalité. Et dans cette loi organique, vous venez trouver l'article 6 qui vous dit et les nationalités. C'est la loi organique de 2004 qui, elle, dans son exposé des motifs, dit qu'elle est conforme à l'article 14, si j'ai bonne mémoire, 14 ou 15, de la Constitution de 2003. Donc la Constitution nous renvoie une loi organique, même si elle ne la cite pas, mais la seule loi qui existe, c'est celle de 2004, qui est utilisée jusqu'au jour d'aujourd'hui par l'État. Deuxièmement, la Constitution, je disais ici de manière implicite, pas clair, nous renvoie en 1885, alors que la loi de 1981 était claire en citant l'origine de la congolité d'origine aux tribus, aux ethnies de 1885. Donc cet article doit changer. Il doit changer dans le sens où on doit rendre explicite les termes 1885. Deuxièmement, cet article doit se faire suivre, comme dans l'article 2 de l'actuelle Constitution, qui dénombre les provinces, doit se faire suivre un dénombrement des ethnies du Congo depuis 1885. C'est comme ça qu'il faut récupérer les archives ethnographiques du Congo à Tervuren. Mais non, le ministre de la Culture, ça ne l'intéresse pas. Il faut financer 100 000 $ pour des activités des stades sans vouloir critiquer qui que ce soit. Mais on a besoin de plus d'innovation dans votre secteur. Ne restons pas dans les aspects qui brillent en public, soyons dans les aspects qui ne brillent pas, mais des aspects qui construisent l'État comme l'identité nationale. Suite à ces vides, les Rwandais maintenant utilisent ces raisons. Vous verrez même un tout petit Rwandais vous dire qu'est-ce qui montre que toi tu es Congolais. Et les Congolais rient, ils sourient. Entre aussi quand ils débattent, qu'est-ce qui montre que je suis Congolais. Comme des gens stupides, alors qu'il suffit de récupérer ces archives et construire maintenant sur cette base-là un nouveau Congo sur le plan identitaire. Quels seront les ressorts? Ce n'est pas ouvrir une boîte de Pandore. Ce terme est un terme politique. Le terme Banyamulenge n'est pas anthropologique, c'est politique. Il n'est pas associé à une histoire. C'est le terme Banyarwanda qui porte une histoire ici, au nom de la déportation de MIB. Le terme Banyamulenge va naître dans la fin des années 60-70. On sait qu'il a fait naître. Les débats comme ça, je les ai menés à plusieurs reprises. C'est là qu'on revient aussi dans l'article 51, la suppression de cette question de minorité qui n'est pas définie par la Constitution. On vous dit l'État assure la cohésion interethnique. On nous revient à l'article 10. Le peuple, la nation est constituée des ethnies. Point. Mais après ces points de l'article 51, non, aussi la quiétude en quelque sorte des groupes vulnérables et les minorités. La notion de minorité s'associe à quoi? Puisque si vous me dites ethnie, ce n'est pas ce que dit la loi. La loi se limite aux ethnies, point. Donc en dehors du contexte ethnie, il y a les minorités puisqu'il n'y a pas une ethnie minoritaire. Qui sont ces minorités? Aucune définition. Et cet argument maintenant sert depuis plus de 30 ans aux rébellions de l'Est pour pouvoir faire la guerre ici de manière indéfinie et fournir des minéraux aux étrangers. Donc la guerre a besoin d'une raison, d'un soubassement. Les faiblesses de nos textes pour définir l'identité nationale servent des raisons aux belligérants et à ceux qui sont ici, les acteurs directs de la guerre qui ont falsifié l'histoire du Congo pour pouvoir attaquer le Congo à chaque fois. Il faut que le ministère de la Culture, que le gouvernement s'intéresse aussi aux archives identitaires des Tervuren pour inclure dans cette nouvelle constitution. Mais malheureusement, les politologues comme nous autres chercheurs, on ne le tolère pas. On aime les gens des partis politiques. Vous avez évoqué la question du bras de fer entre les États, entre le gouvernement congolais et certaines entreprises belges. Non. L'État congolais et l'État belge. Sur la récupération des archives. C'est un bras de fer étatique. C'est un bras de fer entre les deux États qui n'ont pas la même conception d'acquisition des archives. Il y a un partenariat avec l'entreprise Cobalt Metal des États-Unis qui est spécialisée... c'est la démarche initiée par la Première ministre d'ailleurs. Dans une géographie des gisements miniers qui
se greffe dans un partenariat avec le Congo et qui voudrait étudier les gisements miniers. La Belgique aussi, comme un État fortement diplomatique et européen, ne voudrait pas fournir les richesses de son ancienne colonie aux États-Unis qui restent un concurrent sur le marché. Parce que si Cobalt Metal prend les archives, Cobalt Metal saura où se trouvent tous les minerais du Congo et on ne sait jamais ce qu'on peut faire avec ça, sachant que pour exploiter les minerais, on a créé une guerre identitaire artificielle à l'Est. Alors on peut vous créer des multiples conflits comme ça quand ils maîtrisent vos sites miniers, à gauche ou à droite, pour promouvoir l'exploitation illicite. Mais Dieu merci, espérons que grâce à cet accord, ça ne sera pas le cas et qu'ils viendront toujours par la grande porte. Ce qui fait que le gouvernement congolais s'empresse de récupérer cette cartographie minière, ce qui va peut-être faciliter davantage ses relations avec les États-Unis pour lui montrer que tout est là, on peut vous fournir et peut-être l'encourager à respecter les accords de Washington. Moi, je ne trouve pas que ça serait la solution pour qu'ils interviennent vite. Pour moi, la solution, c'est mesure au rapport de force. J'ai donné les camps de l'Iran. Vous devez faire fléchir l'Amérique à votre volonté. Créons la situation de la guerre sous-régionale. C'est aussi simple que ça. On me donnera raison peut-être un jour, peut-être qu'on me donnera tort, mais ça reste une analyse et elle n'est pas exhaustive. Vous avez évoqué la question du bras de fer. Est-ce que pensez-vous que la Belgique va vraiment faire retourner ses archives à son expéditeur ou à son propriétaire qui est la Belgique, certainement, avec l'influence des États-Unis, je vous ai dit qu'il y a Cobalt Metal dans le coup, certainement avec l'influence des États-Unis, ils vont fléchir. Même si c'est plus la même Amérique, la France lui désobéit, elle perd en Iran, elle signe des accords. Mais le lobby, c'est aussi ça, il faut créer un centre d'intérêt. Comme il y a des assises, certainement oui. Mais moi, mon souhait est que ces rapports géographiques sur le gisement minier reviennent au gouvernement congolais, qui lui peut mettre à disposition selon le besoin, selon le partenariat, et non entre les mains des entreprises américaines uniquement et que nous allons maintenant consulter après, non. Ils peuvent apporter une expertise, mais pour nous aider ici. Le politologue Emmanuel Mouingue, nous sommes presque à la fin de notre émission. Votre mot de la fin avant qu'on finisse notre émission. Voilà mon mot de la fin. La conscience sans les actes ne sert à rien. On ne prêche pas, on agit. Avoir parlé tout le temps pour dire que nous voulons un Congo meilleur, nous voulons un Congo puissant. Si vous continuez avec des collaborateurs qui agissent pour fournir des arguments aux personnes qui n'ont pas leur intérêt à ce que la paix dure au Congo, vous allez échouer, Monsieur le Président de la République. Le vrai changement commence dans votre entourage, dans votre gouvernement. Le vrai changement, c'est la capacité d'assumer que l'on a tort sur tel point, que tel endroit il faut changer, il faut amender et arrêter un peu d'écouter votre famille politique tout le temps. L'union sacrée n'est pas le peuple. L'opposition non plus n'est pas le peuple, puisque aucun parti, jusqu'à preuve du contraire, a un fichier qui a 12 millions de militants. J'aimerais qu'on me prouve. L'opposition aujourd'hui revendique avoir même un million. Avoir le peuple derrière ces différentes initiatives. Ce sont des discours et des propos politiques. Ce sont des propos politiques. Avoir le peuple avec soi, ce sont des propos. Mais qu'on toilette alors les listes de vos militants, et ainsi de suite. Pour la manifestation, je l'ai dit. Elle organise d'ailleurs la manifestation le 8 juillet. C'est son droit, c'est son droit légal, c'est son droit d'organiser sa manifestation. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, moi je suis observateur et acteur de la société, mais aussi tenancier des sciences po, j'analyse les faits politiques. Je peux vous dire que la majorité des Congolais ne sont pas dans des partis politiques et qu'eux observent les choses et ont soif d'un nouveau débat, pas de cette guerre qui n'apporte rien. L'opposition ne fédère que pour les postes, pour l'alternance, donc les élections, c'est tout. Dans les débats de société comme comment améliorer la gratuité, comment fournir de l'eau à tous, que chacun d'entre eux nous présente un document qu'ils ont déposé au gouvernement pour l'aider à améliorer sa politique de gestion dans les chefs de la société. Lequel d'entre eux a fait ça? En tant qu'opposant, moi, je propose que vous agissez comme ça pour notre bien à tous. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Social Télévision pour ne rien manquer de nos richissimes autres programmes sur votre chaîne, la chaîne du peuple. À très bientôt, au revoir.